Salut, j'espère que tu vas bien. Eh ben là, j'ai commencé, ça fait la troisième vidéo, mon challenge pour vous expliquer les 78 cartes des cartes de tarot. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je te donne des explications sur ce que je sais de cette carte, sur ce que je comprends de cette carte, les leçons de vie qu'il peut y avoir à en retirer. J'en profite pour te présenter certaines de mes cartes de tarot parmi mes différents jeux, pour mettre ça aussi en perspective avec les autres cartes de tarot au sein d'un même jeu. Donc j'espère que ça te plaît. Et là, on se lance dans l'étude de la grande prêtresse. Tu trouveras aussi en lien le lien pour adhérer gratuitement à l'île Tarot avec moi, qui te fait souscrire en même temps à ma newsletter pour que tu puisses rester à jour et avoir toutes les informations me concernant, les nouvelles formations qui sortent, les nouvelles vidéos, etc. Tout ça, tout ça. Donc j'espère t'être utile et j'espère t'aider à approfondir ta connaissance des cartes et notamment aujourd'hui cette carte de la grande prêtresse ou de la papesse dans le tarot de Marseille. On est dans la carte du 2 cette fois-ci. Donc vraiment un esprit de dualité. On entre dans cet esprit de dualité. Avec le magicien, on était vraiment dans la carte de l'être unique, dans le 1. Mais en fait, on se rend compte que on peut se percevoir comme homme que si on rencontre une femme. Et idem pour une femme. Elle ne peut s'identifier comme femme que si un jour elle finit par rencontrer son opposé. En fait, on ne peut pas réellement se définir comme soi et comme unique s'il n'y a pas quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Donc, l'ouverture du magicien s'oppose à la fermeture du monde plus féminin, plus secret, plus auto-centré de la grande prêtresse. Le nombre 1, enfin le chiffre 1, pardon, évoquait vraiment une forme phallique et le 2, écrit en chiffre romain, évoque le sexe féminin. Donc on est vraiment dans une carte de puissance féminine, contrepartie de cette puissance masculine, et du leadership au féminin. On est ici dans l'élément eau, donc on le regarde, hein, il y a l'eau qui est derrière le voile, la robe de la grande prêtresse se transforme elle-même en eau. Et on est aussi dans l'arcane qui se rapproche de la lune au niveau astrologique. Donc on est vraiment dans une carte d'intuition qui va parler de notre monde intérieur, qui va parler de nos émotions. Et pour l'eau, on est vraiment dans l'élément de l'inconscient, de l'élément de la fluidité des émotions, aussi dans l'élément des différents niveaux de conscience. Et on va voir aussi dans toutes les cartes de tarot, des arcanes majeures, que l'eau relie quelque part les cartes en eux comme un espèce de fil conducteur et ça commence avec justement cette grande prêtresse avec sa robe qui se transforme en eau, avec la lune d'ailleurs qui est dans l'eau, qui rassemble cette idée cyclique, à la fois astrologique et cyclique et cette idée de mer parce que la lune influence les marées. Déjà, premier petit détour historique avec le tarot de Marseille parce que au départ, on dit que cette carte représentait la papesse Jeanne. Donc, c'est une histoire, c'est une légende d'une femme hyper éduquée qui aurait été contrainte de se déguiser en homme pour conquérir les échelons de la hiérarchie de l'Église et finalement devenir pape. D'accord? Donc ça, c'est l'histoire de la papesse Jeanne. Et donc, cette carte serait la carte d'une femme qui réussit, qui excelle dans un milieu typiquement masculin. Donc, si on doit interpréter ça dans un tirage, c'est peut-être le fait de retrouver son énergie féminine et de faire un peu taire son énergie masculine qui était peut-être trop développée à une certaine époque de sa vie. Après, cette histoire de la papesse Jeanne, c'est vraisemblablement une légende. Il n'y a pas il y a peut-être pas de véracité historique dans cette histoire de la papesse Jeanne, ça reste à démontrer. Par contre, au niveau de l'histoire des Visconti, dans l'Italie moyenâgeuse, enfin Renaissance en France on était encore au Moyen-Âge, l'Italie ils avaient entamé la Renaissance. Dans l'histoire des Visconti, suite à une prédiction, on a élu la sœur Mandreda Visconti et on l'a élue papesse. Alors, elle a été brûlée vraiment pas longtemps plus tard, hein, en 1300, parce que l'Église a décrété que c'était quand même une hérésie d'avoir une nana qui était pape. Par contre, 50 ans plus tard, la famille Visconti, elle a fait la commande du tout premier jeu de tarot qui est connu. Les cartes, elles n'étaient pas encore numérotées, les cartes n'étaient pas encore nommées, mais l'une d'elles représentait une femme pape, qui deviendra plus tard la carte de la papesse. Il y a pas mal de chances que cette carte représente en fait la Visconti.
C'est cours de Gébelin, donc qui fait partie de l'ordre de la Golden Dawn au début du XXe siècle, qui a nommé cette carte de la grande prêtresse parce qu'il était influencé par les découvertes égyptiennes de l'époque. Et les deux noms resteront en fait. Les jeux typés Rider-Waite-Smith gardent cette touche égyptienne et cette affinité avec la carte d'Isis et ce nom grande prêtresse. Donc, comme je vous l'ai dit, cette carte, elle a des affinités avec Isis là depuis. Ça a été identifié dans le jeu de Rider-Waite-Smith début du XXe siècle. Dans son rapprochement avec Isis, on la voit comme source de fécondité, source de transformation. Il y a une espèce de pureté virginale, une espèce d'idéal féminin. Isis est la patronne égyptienne de la nature et de la magie, c'est la gardienne de la science, c'est la gardienne de la sagesse et du savoir. Et dans son histoire, elle va chercher des bouts du corps de son frère et son mari Osiris, avec lequel elle finira par engendrer Horus. Donc c'est celle aussi qui va être une espèce de gardienne du trône, gardienne du pouvoir, gardienne de la sagesse ancestrale. Il y a beaucoup de légendes autour des femmes papes et ce n'est pas un hasard qu'on retrouve cette illustration dans le tarot. Ce n'est pas un hasard non plus. C'était à chaque fois sous le coup peut-être d'une grande oppression ou d'une grande domination patriarcale autour des systèmes religieux. Ça pouvait être très très oppressant, notamment au Moyen-Âge, et il y avait un désir chez les dessinateurs de retourner à une forme peut-être plus compréhensive de religion, une forme peut-être plus douce de religion, peut-être plus naturelle aussi, plus maternelle de spiritualité ou de religion. Donc ça s'inscrit dans le tarot qui a toujours été une forme de spiritualité un petit peu à part, une forme de philosophie un peu en marge de la vraie religion officielle, même si on trouve beaucoup de marques religieuses dans le tarot. Et du coup, il y a aussi une assimilation de cette grande prêtresse ou de cette papesse avec la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'on retrouve cette idée de pureté, de femme guide. En fait, l'émergence du culte de Marie vient aussi du fait que les autorités ecclésiastiques de l'époque, elles n'arrivaient pas à supprimer les cultes païens autour des déesses, notamment autour de la déesse mère, de la déesse terre, etc. Et du coup, il y a une espèce de remplacement par la Vierge Marie. Il y avait besoin d'un culte féminin et c'est le culte de la Vierge Marie qui a été installé à la place des cultes de la déesse terre. Donc, il y avait besoin d'un culte dédié à une forme de féminité, en fait. Et du coup, c'est venu s'ancrer à ce moment-là et c'est venu également s'ancrer dans le tarot. Un motif important dans la grande prêtresse, c'est l'idée de voile, qu'on retrouve aussi là, et l'idée de pilier. Donc, on a une idée pas mal d'enfermement dans un couvent ou un cloître. On est quand même dans un lieu qui a tendance à être fermé. On est face aussi à un lieu qui est gardé. Enfin, il y a un accès à un savoir qui ne se fait pas facilement. On le voit avec le livre et le rouleau de Torah. Dans cette carte du tarot, j'allais dire tarot de la forêt magique, c'est The Lost Forest Tarot, avec cette idée du sphinx qui doit garder le silence, qui est le gardien de quelque chose, qui est l'énigme primaire en fait. J'aime bien, j'adore cette carte de la grande prêtresse comme sphinx silencieux en fait, qui est gardien de l'énigme en fait. On voit que derrière le voile, il y a de l'eau en fait, il y a simplement une étendue d'eau. Alors je ne sais pas si vous le voyez sur cette carte, mais j'imagine que si vous étudiez le tarot, vous avez sûrement cette carte-là chez vous, donc vous pourrez regarder. Donc derrière le voile, il y a cette étendue d'eau, c'est-à-dire notre inconscient qui nous est encore caché, qui nous est encore incompréhensible, qui nous est encore inaccessible. On va voyager jusqu'à la carte de l'étoile et de la lune qui sont là pour pouvoir enfin puiser cette eau et pour pouvoir enfin s'y immerger complètement. Ok ? Donc c'est vraiment un parcours d'accès à ce qu'il y a derrière ce voile-là, tout le long des arcanes majeures. La rivière, ça peut aussi être une représentation du Styx, c'est-à-dire du fleuve qui mène au royaume des morts dans la mythologie grecque. C'est-à-dire que c'est peut-être pas encore le moment pour soi d'avoir accès à ce Styx, c'est-à-dire accès à ce monde des morts. Le tarot, il est conçu et il est commandé, enfin je veux dire c'est des hommes qui l'ont conçu et qui ont demandé à des créatrices ou des dessinatrices femmes des fois de prendre part à cette création. Mais ça va du coup, il y a cette empreinte masculine quand même à la création du tarot. Et pour les hommes, eh ben quand même, les femmes, c'est un sacré mystère. Et du coup, on représente ce mystère féminin avec cette grande prêtresse. C'est vraiment terre inconnue. Et il y a un potentiel danger dans cette carte. En fait, il y a
Pour s'en sortir un petit peu, les hommes, ils ont codifié la femme en deux grands pôles. La grande prêtresse, qui est mystérieuse et dangereuse, et l'impératrice, qui est la mère aimante et douce. Je te montre l'image de l'impératrice. Donc voici la carte de l'impératrice en opposition justement avec la grande prêtresse. Pour revenir sur cette histoire de mystère féminin, c'est également lié à la lune. Il y a une intimité très forte entre la lune et la grande prêtresse. C'est lié en fait au monde des règles, des menstrues en fait. Parce que là, c'est vraiment le grand mystère parmi les mystères, cette histoire de règles. La nana, elle peut saigner sans mourir. Et puis ensuite, en plus, il y a un bébé qui peut naître de cette espèce de nuit mystérieuse que la femme porte en elle. C'est un mystère encore plus grand, c'est encore plus dangereux, ça fait encore plus flipper tout le monde à l'époque. On retrouve aussi cette idée de gestation en fait dans la grande prêtresse à divers endroits. Alors déjà, la papesse du tarot de Marseille, il y a un œuf derrière elle quand même, donc c'est vraiment une idée d'attente, de gestation. Dans le Marielle Tarot, elle est carrément représentée comme une femme enceinte. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une carte de fertilité, ça veut juste dire que ça se rattache au mystère du monde féminin et de ce ventre qui est incontrôlable en fait, et de cet aspect lunaire de la grossesse et des menstrues. Je reviens à cette idée de pilier du temple. Donc, on est toujours dans cette idée de garder, de mystère, de pas toucher, pas voir, attention, 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 c'est très, très dangereux. J'aime bien cette idée de mystère féminin parce que ça me fait un petit peu rire, en fait, étant donné que je suis moi-même une femme et que je trouve pas ça super mystérieux. Alors, les piliers du temple, déjà, on peut se rapprocher du temple d'Isis, tout simplement, et aussi du temple de Salomon, le temple de Jérusalem. Le motif des piliers, il est repris à plusieurs reprises dans les arcanes majeures comme autant de portes à traverser dans les arcanes majeures. On les retrouve dans le pape, on les retrouve dans la lune, on les retrouve dans l'homme et la femme chez les amants, dans l'homme et la femme dans le diable. On le retrouve par exemple aussi dans l'homme et la femme dans la carte du jugement. Donc il y a toujours cette idée-là de deux piliers qui sont imposés des deux côtés de la carte. On voit aussi que ces deux piliers portent les mentions B et J, c'est Boaz et Jacquine, c'est les noms des deux piliers du temple de Jérusalem. Boaz, ça symbolise la passivité et le mystère. Jacquine, ça symbolise l'action et la conscience. Donc, on retrouve ici le symbole du yin et du yang, c'est-à-dire le truc de passivité et de mystère, le truc d'action et de conscience. Et en plus, les lettres sont de couleur inversée par rapport à leur support, comme vraiment dans le symbole du yin et du yang. Donc, j'aime ici ce truc de tenir l'univers, les polarités, la dualité en fait, dans ces deux piliers. C'est aussi des piliers qui sont utilisés en franc-maçonnerie. Waite était franc-maçon et dans les rituels de la Golden Dawn, qui était un ordre ésotérique à l'époque. Waite a fait partie de cet ordre et Pamela Coleman Smith, qui est la dessinatrice du tarot de Rider-Waite Smith, elle faisait aussi partie de la Golden Dawn à une certaine époque. Je rapproche aussi cette grande prêtresse de la carte de l'étoile. Que je t'ai pas montré dans le tarot de Marseille, mais c'est pas grave. On voit cette identification avec l'étoile et que en fait la grande prêtresse préfigure qu'on va voyager jusqu'à l'étoile parce que dans la papesse, il y a 17 lignes du livre, comme la carte de 17 ici. Donc ça prépare vraiment à la transformation qu'on va subir jusqu'à la carte de l'étoile. La couleur de ces deux piliers, elle est aussi retrouvée dans les deux sphinx du chariot. La grande prêtresse, elle détient un savoir divin et le chariot, il va exprimer ce pouvoir à travers son action dans le monde. Donc les piliers, c'est un savoir qui permet de devenir architecte de sa vie et les sphinx, c'est plutôt l'exercice de la discipline, l'exercice de l'autorité qui permettent de devenir vraiment maître de son destin, commandant de son destin. J'aime bien cette petite analogie-là également. Cette carte, elle est très fortement reliée à la spiritualité et à l'intuition. C'est des mots-clés pour cette carte en tout cas. Si on regarde la carte du magicien, on est dans la carte de la création dans la sphère extérieure. Et la grande prêtresse, on est vraiment au niveau de la création dans la sphère intérieure. On voit que les mots Torah sont écrits sur le rouleau, c'est-à-dire les lois universelles. Là, c'est la loi juive, mais ça devient universel. Et c'est-à-dire qu'on va travailler sur la mémoire, c'est un travail sur les informations intérieures à soi. On voit aussi que ce mot Torah, c'est l'anagramme de tarot. On va retrouver cette inscription dans la roue de fortune. C'était cette inscription Torah, Rota, tarot. C'est une allusion aussi à la science
philosophique et ésotérique juive, la Kabbale, dont on parle plus tard. J'y reviendrai quand je parlerai des grenades qui sont derrière elle, parce que ça aussi c'est un lien très fort avec la Kabbale. Mais en gros, la Kabbale, ça a aussi été une des grandes philosophies fondatrices du tarot de Rider-Waite-Smith. On est aussi, ce qui me fait assez rire avec ce mot Torah et cette idée d'intuition féminine, on est dans cette idée du tigre en fait. Il faut savoir que tigre, Torah, ça signifie tigre en japonais. Et on l'a ici dans cette carte du Wild Unknown, qui est vraiment la grande prêtresse représentée sous la forme d'un tigre. C'est-à-dire que la grande prêtresse, elle semble calme, elle semble sereine, mais elle est prête à agir à n'importe quel moment si on a besoin. J'ai déjà aussi fait le lien avec la carte de la lune. Ces deux cartes sont intimement reliées aussi. La grande prêtresse, elle représente les secrets qu'on porte en soi, et la lune, c'est les secrets qui sont liés plus aux dangers de la nature, les dangers autour de soi, les dangers qu'on s'imagine. La grande prêtresse, c'est vraiment le mystère en soi, et la lune, c'est plus les mystères du monde physique et de notre corps, peut-être plus notre corps féminin. La grande prêtresse, elle doit faire avec ce qu'elle porte en elle-même, et la lune, elle doit faire avec les forces qui nous environnent. Donc il y a ces deux polarités qui sont aussi intéressantes à regarder. J'aimerais aussi de nouveau revenir à cette idée de côté actif masculin du magicien contre le principe féminin plus passif. Ça, c'est une définition qui a également été donnée par des hommes devant les mystères du féminin. On va dire c'est bien pratique de penser que la femme elle est quand même plus passive et elle fout un peu plus rien, tandis que le mec il fait faire plein de trucs dans le monde et il va être vachement plus utile. Mais c'était aussi le fait d'avoir enfermé les femmes dans ce rôle passif, ça a donné à l'esprit féminin peut-être le temps plus de réfléchir, de plus être consciente de leurs propres émotions, de laisser émerger plus facilement des motifs inconscients, et ça a donné la voie, et c'est ce qu'on voit bien dans la grande prêtresse, ça a éclairci la voie, ça a ouvert le champ à des vérités intérieures qui étaient inconnues. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment la carte d'avoir accès à un savoir qui est inédit et qu'on porte en soi-même. On peut opposer du coup la grande prêtresse à la carte du pape. En fait, le pape, c'est la pédagogie, c'est le savoir. C'est l'initiation à un savoir religieux ou à un savoir social. Tandis que la grande prêtresse, c'est une sagesse plus mystique, c'est une sagesse ésotérique, c'est une sagesse plus intérieure. En fait, le pape, il incarne l'autorité sociale et la grande prêtresse, elle incarne l'autorité de la nature et des lois cosmiques qu'on porte en nous. Avec cette grande prêtresse, on est aussi face à une beauté féminine qui est plutôt du type froide et sophistiquée, et dans la séduction un peu mystérieuse comme ça. En fait, on peut la comparer à la beauté de l'autre grande figure féminine des arcanes majeures du tarot, qui est l'impératrice, qui est plus dans la beauté saine, la santé, le fait de bien se porter, le fait d'être terrienne. Mais dans les deux cartes, on retrouve l'idée de grenade. Alors, on retrouve les grenades qui sont sur la robe de l'impératrice et on retrouve les grenades sur le voile de la grande prêtresse, qui sont vraiment à chaque fois des représentations de la fertilité, des représentations du mariage, de la sagesse et également de la passion du Christ. Ces deux cartes, en fait, autour de l'idée de la grenade, elles vont nous parler du mythe de Perséphone. Alors, je te résume un petit peu le mythe de Perséphone. Perséphone, elle était vraiment, vraiment canon comme gonzesse, et du coup, elle s'est fait enlever par le dieu Hadès qui bavait bien devant ses fesses. C'est la sirène des pompiers. Alors ça pèse. J'ai adoré mentionner que Hadès, il vient enlever Perséphone. Et du coup, t'as la sirène là qui se met en marche. C'est du feu de Dieu. J'adore cette synchronicité. C'est rigolo. Bon, bref. Le dieu des enfers, Hadès, emmène Perséphone. Et en fait, Perséphone reste aux enfers parce que elle est plus ou moins séduite, parce qu'elle a accepté des graines de grenade de la part de Hadès. Du coup, elle reste. Et elle devient la déesse des enfers et du monde souterrain. Je trouve que ça va, c'est bien badass quand même comme rôle. À l'inverse, l'impératrice, c'est Déméter, c'est-à-dire la reine, pas la reine, la mère de Perséphone. C'est la déesse de la nature, c'est la déesse des moissons, c'est la déesse de l'abondance. Et quand elle voit qu'on a
enlever sa fille, elle arrête de faire fructifier la terre, parce que ça va pas du tout pour elle, hein, elle cherche sa fille partout. Et finalement, au bout de quelques péripéties, tout le monde arrive à un accord final, c'est-à-dire que Perséphone, elle va être avec sa mère la moitié de l'année. Donc la moitié de l'année, Déméter, elle est contente, elle fait tout fructifier sur terre. Et l'autre moitié, Perséphone, vit sous terre avec Hadès. Et du coup, Déméter ne fait plus rien pousser. Et du coup, ça explique cette idée du cycle des saisons froides, des saisons chaudes, des saisons fertiles et des saisons infertiles. Donc, la grenade chez l'impératrice, elle va représenter la fécondité et chez la grande prêtresse, ça va plus représenter la séduction. Chez la grande prêtresse, les grenades, elles sont aussi alignées selon le schéma de l'arbre de vie de la Kabbale. Je ne sais pas si tu vois ni si tu connais cet arbre de vie, je t'invite à regarder des illustrations de l'arbre de vie. Et du coup, cet arbre de vie de la Kabbale, ça devient un outil ésotérique de sagesse et de connaissance de soi. Et si c'est représenté sur ce voile, c'est que toute cette connaissance de nous, elle est voilée, elle reste à cultiver et elle est quelque part à aller chercher en soi. Et c'est vraiment un travail à faire sur soi petit à petit. Il y a vraiment un grand saut pour moi entre la grande prêtresse et l'impératrice. C'est assez tentant de rester dans ce monde magique du magicien et de la grande prêtresse sans aller se confronter à la vie matérielle et à ses conflits, ses contradictions, ses erreurs, tout ça. On le voit bien là j'ai sorti la carte de la grande prêtresse dans le Wild Unknown. C'est assez peinard quand même d'être dans cette situation de magie, de passivité, de réceptivité et de réflexion et de temps pour soi en fait et de pas aller se confronter avec l'impératrice à la vraie vie, on va dire, au monde très terrestre. La grande prêtresse, elle est relativement tranquille dans son monde en retrait. Et c'est vraiment là aussi un saut du fou vers le monde terrestre avec l'impératrice. Et en plus, ce que je veux dire, c'est qu'avec ça, alors là, ça se voit pas parce qu'elle baigne vraiment dans l'eau, mais avec cette grande prêtresse plus classique, on voit qu'on va être obligé de parcourir vraiment tout le cycle des arcanes majeures pour pouvoir enfin passer derrière le voile pour aller là derrière avec du coup la carte de l'étoile. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment la carte de l'étude et du retrait, de voir qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, de reconnexion à une vérité ancienne en soi et de prendre le temps d'apprendre à aller tester ces vérités dans le monde, à les exprimer, à en faire des choses valables, à les expérimenter. Et du coup, là, on a juste un savoir intuitif qui, pour l'instant, ne peut pas vraiment se communiquer et on ne pourra finalement le communiquer et le rendre au monde que quand on aura accepté de le faire passer par le détour du monde concret, du monde terrestre. Je voulais aussi faire un petit détour par les archétypes féminins, l'archétype de la jeune fille, de la mère, de la vieille femme. Alors dans le tarot, la place de la mère, il n'y a pas trop à tergiverser, c'est l'impératrice. Par contre, il y a un espèce de débat pour savoir si la grande prêtresse, ça va plutôt être la jeune fille, c'est-à-dire qu'elle est dans un état de virginité, elle n'a pas encore fait l'expérience du monde. Attends, je voulais te montrer cette carte. Là, ça c'est dans le tarot du funambule, où on voit vraiment cet état virginal, cet état de pureté, on dirait une très jeune fille encore inexpérimentée. Ou alors, est-ce qu'il faut le voir plus sous l'angle de la vieille femme, c'est-à-dire du savoir qui a été engrangé et qui est tu, et aussi une forme de stérilité. C'est pas une personne qui est active à fond dans le monde, en fait. Donc, on a déjà vu le côté virginal de la carte avec la Vierge Marie, etc. Là, j'aimerais un petit peu plus développer le côté peut-être vieille. C'est-à-dire que la grande prêtresse, elle est aussi habitée par un grand sens de l'écoute. C'est une initiatrice. Elle est dans le silence. Elle laisse les gens venir à elle. En fait, pour moi, la grande prêtresse, elle est surtout reliée à la lune. Et la lune, c'est la triple déesse. On a les trois aspects de la femme qui sont réunis, en fait, dans une seule carte avec la lune, avec la lune montante, la lune descendante, la pleine lune et la lune noire. Donc, en fait, on a ces aspects, on a tous les archétypes féminins, en fait, qui peuvent être incarnés dans la grande prêtresse par le biais de l'image de la lune. Et je vais m'arrêter là. Ça me semble pas mal de terminer sur la lune. Ah si, quelle est mon image préférée de la grande prêtresse? Je crois pas que j'en ai. Oh, quoique. Je pense que je vais venir au classique. Je l'aime bien celle-là. Cette image de maîtrise et de savoir et de recul, j'aime beaucoup. Elle a quand même la classe, je dois dire. Je te fais des gros bisous. À tout bientôt. Salut!